Comme vous le savez, il y a plusieurs manières d'investir en immobilier. Bien sûr, la manière traditionnelle d'acheter directement un bien immobilier et le louer. Et puis j'aime bien explorer des chemins de traverse. Alors des chemins de traverse qui, en définitive, ne le sont plus tant que ça parce que ils se pratiquent de plus en plus. On avait exploré la voie du crowdfunding il y a quelques épisodes que vous pouvez encore écouter. Et puis là, on va aller sur autre chose. Nous allons aller sur le private equity en immobilier. Monde a priori moins connu, mais qui offre des possibilités très intéressantes. Et ça va être notre épisode 80. Et oui, épisode 80, chiffre rond. Et mon invité, c'est Nadim Takchi. Et Nadim Takchi, c'est plus qu'un spécialiste de la question, puisque, comme on va le découvrir, il a récemment lancé OpenStone pour rendre accessible au plus grand nombre l'épargne immobilière. Et moi, dans ces cas-là, je suis non seulement curieux, et puis, alors méfiant, c'est pas le mot, mais disons que j'aime bien quand même décrypter ce qui se passe et aller de l'autre côté de la barrière. Passion Immo, épisode 80, c'est parti. Mon invité aujourd'hui, c'est Nadim Takchi. Il est entrepreneur depuis plus de 10 ans, principalement dans le monde de la finance. C'est ce qui va nous intéresser justement. Alors, il a monté plusieurs entreprises. Il a travaillé dans la blockchain. En 2020, il a été mandaté par le gouvernement libanais pour monter une plateforme pour aider les industriels libanais à lever des fonds. Je trouve que ça méritait d'être souligné parce que la démarche n'est pas si fréquente. Il est investisseur lui-même dans l'immobilier à titre personnel. En 2022, il a lancé le livre épais, dont on va parler un peu plus loin dans l'épisode. Plus récemment, il a lancé OpenStone avec un objectif qui est de rendre accessible au plus grand nombre l'épargne immobilière, et une forme d'épargne immobilière qui, logiquement, est plutôt fermée au grand public. On va voir aussi pour quelles raisons et l'intérêt justement de permettre au grand public d'aller sur ce type de placement. On va expliquer tout ça. Et j'aime bien raconter parfois comment je fais connaissance avec un certain nombre de personnes que je ne croise pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Et alors LinkedIn est une source assez inépuisable dans ce domaine. Je l'utilise très largement. Ça ne veut pas dire que je retienne tout le monde dans ces cas-là. Et ce qui m'avait un peu frappé chez Nadim Takchi, que j'avais déjà repéré depuis plusieurs mois. Alors j'avais repéré que c'était quelqu'un qui avait une expertise en matière de finance, qui avait un niveau d'analyse quand même assez élevé par rapport à ce qu'on peut rencontré habituellement dans ce domaine, dans ce qui est plutôt flatteur le concernant, et il avait des positions que je trouvais parfois presque iconoclastes, en tout cas peu habituelles, sur des sujets comme l'encadrement des loyers, où finalement il était plutôt favorable à l'encadrement des loyers, où je sentais à travers certains de ses posts qu'il avait une vision plutôt sociale du logement, des choses que l'on n'attend absolument pas de quelqu'un de sa trempe, et ça a attiré mon attention encore plus que d'habitude, et j'ai voulu vraiment savoir qui était Nadim Takchi. Et donc on va le découvrir ensemble qui il est. Alors au moment où on a enregistré cet épisode, c'était quelques jours en fait avant que la Banque Centrale Européenne abaisse d'un quart de point son taux directeur. Je lui avais demandé son sentiment sur la question et en particulier si cette baisse du taux directeur d'un quart de point, qui était extrêmement prévisible, et puis les jours qui ont suivi ont montré que c'est ce qui s'est passé. Et moi, je voulais lui demander si selon lui, qui de son poste d'observation était à même d'analyser les grandes tendances de fond de l'économie et de la finance, ma première question c'était, est-ce qu'on a tout lieu d'être optimiste sur l'évolution des taux d'intérêt dans les mois qui viennent, ou faut-il être plus réservé? Et sur cette question, on écoute tout de suite Nadim Takchi. Alors, l'optimisme BA, ce n'est
pas vraiment ma manière de faire ou de voir les choses. Euh, les analystes et toutes les analyses qu'on a pu faire ces derniers mois menaient vers une baisse des taux, principalement en Europe et peut-être aux États-Unis, sur le deuxième semestre de l'année. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. Tout porte à croire que le 6 juin, qui à mon avis sera une date antérieure à la sortie de ce podcast, on devrait avoir une baisse des taux de 25 ou 50 points de base, Mm. qui serait voilà, un début. À mon avis, on sera peut-être sur 25 points de base avec peut-être 3 ou 4 baisses des taux d'ici la fin de l'année, qui serait un début sur un peu pour revenir un peu à un niveau, on va dire, relativement standard par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années. La baisse des taux a lieu en Europe pour la simple raison qu'on est quand même sur une croissance qui est relativement atone dans C'est une grande clair. partie des pays, des économies de l'Europe occidentale. Et il y a clairement un besoin aujourd'hui d'abaisser ces taux-là pour que la croissance puisse reprendre petit à petit. Il faut aussi comprendre qu'on baisse ces taux, enfin la Banque centrale est en mesure de baisser ses taux parce qu'on a une inflation qui se rapproche des 2%, des 2% qui sont d'ailleurs un chiffre un peu mis au doigt mouillé il y a quelques dizaines d'années. Donc c'est un chiffre un peu dogmatique qui Mm. n'a pas forcément de valeur fondamentale en tant que tel et qui a été un peu décidé de manière relativement aléatoire par les économistes des banques centrales. Euh, je pense que c'est une bonne chose que la Banque centrale baisse ses taux. Je pense que c'est très bien, parce que j'avais une crainte, c'est qu'elle veuille attendre que la Banque centrale des États-Unis, donc la Fed, les baisse avant. C'est Sauf ça, que ouais. Mm. même sur deux marchés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est en situation de plein emploi aux États-Unis. Il y a eu quelques politiques de relance de l'administration Biden qui ont été faites ces 2 dernières années, qui ont aussi boosté énormément l'économie. Donc, on est quand même, on est encore toujours un peu en surchauffe, hein, aux États-Unis. Donc, je ne suis pas sûr que la Fed baissera ses taux en 2024. Si elle le fait, elle le fera peut-être d'ici la fin de l'année de manière, euh, de manière marginale. Mais on est quand même sur des fondamentaux au niveau économique qui sont très, très différents entre l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est une très bonne chose que l'Europe le fasse. Euh, et, et, mais le temps de retrouver en fait des taux de financement proches des 2%, si jamais on y arrive, à mon avis, ça ne sera pas avant 2025-2026. Oui, donc il faut savoir attendre en fait, hein. Non, attends, parce que Ouais, ce que peut éviter la Banque centrale, c'est de baisser trop vite ou trop ouais, tôt les taux et que voilà, l'économie reparte trop fort et qu'on reparte sur une inflation à nouveau. Donc, ce serait l'objectif, leur objectif, c'est vraiment d'éviter ça. très bien. Bon, euh, je rebondis également sur un post que vous avez publié il y a une semaine environ, où vous parliez d'une potentielle crise à venir. Euh, C'était un post qui était pas d'un optimisme euh, exacerbé, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que il sous-entendait qu'il pourrait y avoir des choses pas très agréables qui se passeraient dans les années qui viennent, qu'il y avait peut-être une crise de l'immobilier qui était à venir. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée? Alors oui, cette idée, beaucoup de réflexion, hein, Mm. venant de ma part. Donc il y a différents types de crises. Donc les postes dont j'ai pu parler, moi j'ai parlé de la crise sur le résidentiel qui n'a Ouais, pas encore eu lieu. Je ne sais pas si elle aura effectivement lieu, puisque le marché de l'immobilier résidentiel est très différent du marché de l'immobilier commercial, de bureaux et autres. Les gens qui ont leur résidence principale ou qui ont fait des investissements locatifs n'ont besoin de vendre que s'ils font face à, on appelle ça les 4D, décès, divorce, déplacement ou j'ai oublié le quatrième D. Mais bon, voilà. Donc en fait, si on est obligé de vendre, on va vendre. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques transactions qui ont eu lieu ces 18 derniers mois. Autrement, les particuliers ont tendance à attendre. En revanche, à mon avis, dans une grande partie des villes françaises, on attend parce qu'on veut retrouver les prix de 2020, 2019, 2021, qui, à mon avis, ne sont pas
cohérent par rapport à l'état du marché actuel et à venir à moyen terme. Donc, c'est pour ça que on a besoin de dégonfler un peu ces prix-là sur le résidentiel pour que l'économie puisse repartir à ce niveau-là et que les transactions puissent avoir lieu à nouveau. Pourtant, si je peux me permettre, on n'assiste pas quand même à une baisse extrêmement importante. Elle reste relativement modérée, cette baisse des prix depuis un an. Oui, justement parce que elle n'est dépendante que des 4D. Ouais. Parce que les transactions qui ont lieu ne sont dépendantes que justement des décès, de la dette, du divorce et de la dette. Le quatrième, c'était la dette. Mm. Donc, quand les gens sont endettés, ben, ils ont Mm. besoin de vendre. Mais un des avantages ou une des raisons qui a fait en sorte que l'immobilier résidentiel a tenu, c'est que on n'a pas eu de crise financière, de crise économique à proprement parler. Le taux de chômage est assez bas, on est à 7,5 en France. Le gouvernement Macron met en place beaucoup de réformes et d'éléments pour garder ce taux de chômage le plus bas possible et la Mm. baisser de plus en plus. Donc, ce qui fait que les gens ne perdent pas leur emploi, donc n'ont pas cette obligation de vente parce qu'ils sont plus en mesure de rembourser Mm. leur crédit, etc. Donc, on est vraiment sur des situations qui sont qui peuvent intervenir à la marge pour certaines personnes en fonction des événements de vie et qui vont pousser et qui peuvent pousser à ce type de transaction. Autrement, on est vraiment dans une situation de wait and see, sauf que la situation de wait and see, elle ne pourra pas perdurer à vie. Donc, soit les taux vont baisser drastiquement et donc les prix vont repartir à la hausse et tout le monde va se remettre à acheter. On va repartir sur du minimum 10 000 euros ou même quasiment 11 000 euros le mètre carré moyen à Paris. Mais à mon avis, il faut que aussi on soit cohérent avec une réalité économique et une réalité globale par rapport au prix de l'immobilier français. Surtout quand on compare ça à une économie allemande qui est Mm. quand même assez, même si là, sur ces 12 derniers mois, elle l'a moins prouvé, mais sur ces 10 dernières années, 15 dernières années, elle Oui. était Ouais. plus dynamique que la France Ouais. et avec des villes très dynamiques et où on a des villes moyennes en Allemagne de la même taille qu'une ville moyenne en France avec des prix au mètre carré qui vont du simple au double. Mm. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est dû à plein de c'est dû à plein de critères, Ouais. notamment au coût de construction qui sont payés initialement. Donc, voilà, il faut essayer de regarder aussi en profondeur d'où viennent les problèmes. Mm. Donc, crise possible, mais pas obligatoire. En tout cas, réajustement peut-être à ce moment-là, plutôt que de parler de crise. Oui, mais quand je parlais de crise aussi, je parlais entre autres des potentielles faillites bancaires. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et je Ouais. pense que Ouais. vous faites référence à ce poste-là. J'étais en train d'essayer de me souvenir des postes Ouais. que j'ai mis sur LinkedIn. Euh, J'étais en train d'écouter le podcast Deconstruct de Michael Comparato, qui est responsable d'immobilier chez Benefit Street et voilà, qui m'avait un peu étonné en estimant qu'il y avait près de 500 banques aux États-Unis qui allaient tomber prochainement. Alors, il faut savoir que le système bancaire aux États-Unis est très différent de celui C'est ça, oui. Mm. il y a une dizaine de milliers de banques régionales Mm. différentes, alors qu'en France, on a une consolidation qui est très importante et d'ailleurs qui est en train de continuer, qui est en train de continuer dans ce sens-là. Euh, Aux États-Unis, on peut très facilement ouvrir une banque aujourd'hui. On va dans le Texas ou ailleurs, on ouvre une banque vraiment en quelques semaines, c'est fait avec pas énormément de capitaux propres à apporter comparé Aux exigences européennes et françaises, ouais. Mm. donc c'est quand on parle quand j'avais mentionné les 500 banques qui vont tomber prochainement, qui devraient tomber prochainement, on parle quand même de banques relativement de petite taille qui ont pris des risques à un moment donné juste avant la crise, là où où elles avaient enfin, cette recherche de rentabilité, de pouvoir aller sur des produits assez risqués, notamment dans de l'immobilier, et qui aujourd'hui est sur des produits qui ne valent plus grand-chose puisque les prix de l'immobilier commercial de bureaux et compagnie ont baissé. Pourquoi est-ce qu'ils ont baissé? Parce qu'on a un taux sans risque qui, lui, est passé de 0 à 4% en l'espace de quelques mois ou d'une année. Et donc, forcément, quand on estime la rentabilité qu'on veut obtenir sur un bien commercial, ben, on va prendre le taux sans risque plus
la marge qu'on estime vouloir sur ce bien en question. Donc là, on acceptait au préalable 3 ou 4% de rentabilité, ben, faut rajouter 4% à cela. Donc on se retrouve à 7 ou 8%. Mm. Et la rentabilité, c'est quoi? C'est les loyers qu'on obtient sur le prix de l'immobilier. Et comme les loyers, ben, en fait, on ne peut pas les augmenter de manière indéfinie, et puis de toute façon, ils sont bloqués, puisque pour certains, les biens sont déjà loués, et donc y a pas, on n'a pas moyen à court terme d'augmenter de manière drastique ces loyers-là. Ben, en fait, la seule variable sur laquelle qu'on peut ajuster, c'est le prix. Et c'est comme ça que les prix baissent ont baissé de manière assez importante et vont continuer aussi et continuent. Hein. Dans l'immobilier, on voit aujourd'hui des gestionnaires en France et ailleurs qui vendent à la casse à 30, 40 centimes au dollar des biens qu'ils avaient achetés 3, 4 ans plus tôt. Parce qu'ils les ont achetés trop cher, parce qu'ils les ont achetés trop vite, peut-être un manque d'analyse sur le coût, ou beaucoup trop de capitaux qu'ils avaient besoin d'investir rapidement, sans forcément se poser la question du what if. C'est voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais les prix, les taux devaient augmenter. Hein. Ce dont qu'on pouvait anticiper dès 2020. Hein. Mm. Commencer à l'anticiper dès 2020. Alors pas dans cette augmentation des taux. Alors moi personnellement, j'ai pas du tout anticipé de manière aussi fulgurante. Ouais. Mais il y a eu beaucoup, à plusieurs niveaux, de l'huile sur le feu qui a été mis avec le Covid initialement, la guerre en Ukraine, les problèmes liés à l'approvisionnement, au commerce international, et aussi à l'approvisionnement en ressources, en ressources énergétiques, le gaz, pétrole, entre autres. Et donc tout ça, voilà, clairement, a fait flamber les prix. C'est sûr qu'il y avait des signes avant-coureurs, mais pas nécessairement la certitude que l'augmentation allait être aussi élevée et aussi rapide, en fait, aussi Oui. rapidement concentrée. Alors, on va revenir sur une considération plus territoriale, parce que là encore, une position de votre part qui m'a étonné, mais je reconnais plutôt positivement. Beaucoup d'investisseurs ont tendance à taper, comme c'est pas permis, sur l'encadrement des loyers. Vous, c'est pas tout à fait votre position. Alors, l'encadrement des loyers, c'est nul, c'est contre-productif pour l'investissement ou finalement, c'est pas si mauvais? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me suis pas fait que des amis Ah, en j'imagine. parlant d'encadrement de loyer. Ouais. Euh, Pour moi, en tout cas, j'ai une vision positive. Je comprends les gens qui, voilà, quand on est investisseur, on va forcément penser à maximiser la rentabilité de son investissement. Personnellement, j'ai de nombreux appartements à Paris et puis dans d'autres villes qui sont régies par l'encadrement des loyers. À mon avis, à terme, toutes les grandes villes françaises le seront. Oui. Tout ça, il y a une tension locative le seront, si ce n'est pas déjà le cas. Pour moi, il est très important de pouvoir protéger les locataires. Euh, Même si je suis investisseur, j'ai toujours une dimension sociale qui compte pour moi. Et ça, c'est le cas à titre personnel, le cas dans toutes les boîtes que je peux créer en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans l'immobilier. Et je pense qu'il est aussi très important quand on veut euh, qu'un bien perdure et qui reste en bon état, qu'on prenne soin de ses locataires. Très important. À mon avis, donc la loi d'encadrement a été mise en place. Elle a été mise en place aux États-Unis aussi, même à New York. Hein, on a aussi dans une certaine mesure un peu un certain encadrement à ce niveau-là. Mais cette loi d'encadrement a été mise en place aussi pour protéger les locataires, puisque par exemple en France, à Paris et de manière générale dans les grandes villes françaises, il y a un manque de 800 000 logements. Et ces 800 000 logements, c'est des jeunes étudiants ou jeunes actifs qui recherchent des appartements et qui, donc, du coup, voilà, vont être avec une forte demande. Et pour pouvoir obtenir un 20 ou un 30 mètres carrés, seraient prêts à mettre 1 500 ou 1 700 euros. Et à un moment donné, il faut créer aussi un minimum de décence. Et si l'humain n'est pas capable de le faire tout seul, ben, le gouvernement doit intervenir pour le faire. Ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne peut plus louer correctement ou convenablement des biens. Tous mes appartements aujourd'hui à Paris me rapportent près de 5% net, alors que je les ai achetés entre 2018 et 2020. Donc au plus D'accord. haut du marché, sauf que je les ai achetés en dessous des prix. En dessous des prix. Donc là-dessus, je négociais vis-à-vis des vendeurs sans problème. En revanche, je ne vais pas voilà, faire surpayer
les locataires. Donc je pense que c'est important. C'est important de garder un peu cette dimension. Il y avait aussi un autre point sur lequel tout le monde n'était pas d'accord avec mes positions, c'était par rapport au Airbnb. L'utilisation du Airbnb, je trouve que c'est cohérent que cette utilisation soit maîtrisée, contrôlée, puisque par exemple à Paris, qui est la ville la plus touristique au monde, si tous les appartements ou une grande partie des appartements étaient juste mis en Airbnb, les gens ne pourraient plus y habiter. Et donc, à un moment donné, il faut savoir aussi protéger la population pour permettre un certain équilibre entre les deux. Et donc, quand limiter à 120 jours et faire en sorte que on ne puisse louer que l'appartement dans lequel on habite, je trouve que c'est logique. C'est logique avec l'essence de pourquoi Airbnb a été créé initialement entre 2009 et 2011. Voilà, c'est sorti de là à la base. C'est se générer un complément de loyer quand je ne suis pas là ou quand je suis là mais que je veux louer la chambre d'à côté. Initialement, ce qu'ils avaient fait, c'était ils avaient créé des airbeds. À la base, Airbnb, c'est airbed, donc c'est vraiment des matelas gonflables qu'ils avaient mis par terre parce qu'il y avait une forte demande à San Francisco de personnes qui ne trouvaient pas d'hôtel ou pour y loger. Donc, il faut aussi comprendre l'essence et ne pas forcément toujours exploiter, si je puis dire, l'opportunité. C'est l'utiliser, en profiter, mais pas l'exploiter. Voilà, il y a toujours cette notion à laquelle moi je tiens. Tout à fait. Et ensuite, je Moi, respecte la vie de chacun. Hein, voilà, je me permets de donner. ouais, bien sûr. Moi, je trouve votre discours extrêmement salutaire et vraiment très intéressant aujourd'hui parce qu'il est un peu minoritaire quand même. Hein, je le trouve un peu trop minoritaire et donc c'est intéressant et je suis plutôt très content de vous permettre de le développer un peu plus. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'OpenStone. Alors pas que, hein, mais parce qu'on va parler aussi du livre épais. On va déjà parler un peu d'OpenStone. C'est quoi aujourd'hui de l'immobilier alternatif? Parce que le terme peut faire un peu peur en même temps. Alors moi, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que cet immobilier alternatif et puis est-ce qu'il est accessible à tout le monde en fait ou est-ce que c'est réservé à une certaine élite euh, c'est quoi l'immobilier alternatif? L'immobilier alternatif, ça veut dire beaucoup de choses. Jusqu'à présent, en France, on a connu deux typologies, deux types d'immobilier. En gros, pour faire très simple, on a l'immobilier en direct et on a la pierre papier. Hum, Pierre papier, donc des SCPI à investir dedans. Généralement, l'investissement moyen dans les SCPI, c'est une vingtaine d'années, entre 17 et 22 ans en fonction des chiffres. Il y a des frais d'entrée qui sont assez importants, en moyenne autour de 10% dans les SCPI, avec des performances moyennes entre 4 et 5% annuelles. Euh, et au final, avec mon associé Yazid Aksas, quand on avait regardé ce marché, on avait vu qu'il y avait un vrai manque, il y avait un vrai besoin de transparence, un besoin d'accessibilité et surtout de pouvoir accéder à des produits d'investissement qui ne sont pas criblés de frais et dont les performances deviennent derrière médiocres ou très moyennes dans le meilleur des cas. Donc, l'immobilier alternatif, c'était de proposer donc, une alternative à l'immobilier en direct et au SCPI en donnant accès, en tout cas chez OpenStone, aux plus grands fonds de private equity immobilier internationaux qui sont à ce jour réservés aux investisseurs institutionnels. Donc, quand je parle de fonds de private equity immobilier internationaux, je parle du top 1% des gestionnaires mondiaux, en l'occurrence BlackRock, EQT, qui est numéro 3 mondial, qui n'est pas du tout connu du grand public, parce que EQT, ils ont 170 clients en tout et pour tout, et ils lèvent des fonds de 2 milliards en hum, moyenne. Okay. Carlyle, Ares, donc que des gestionnaires internationaux, dont les minimums d'investissement sont de 10 millions ou 20 millions de dollars ou d'euros, et dont les performances des fonds immobiliers sont généralement à deux chiffres. Les performances passées sont en moyenne de 22-23% pour EQT, un peu plus pour BlackRock, etc. Et les performances affichées, estimées sur les fonds actuels, sont de l'ordre de 10 à 15%. Donc on est quand même aujourd'hui sur l'objectif de donner accès
à des fonds internationaux qui ne sont pas du tout accessibles en France, qui ne sont pas du tout accessibles au retail, aux particuliers, qui ne sont réservés qu'à une élite institutionnelle, donc des fonds de pension, des sociétés d'assurance qui vont investir 80, 50, 80, 100 millions d'euros par ticket. Et que nous, notre objectif est de pouvoir rendre accessible à partir de 10 000 euros via des sociétés feeders intermédiaires qui vont collecter les fonds et les investir par la suite. Et aussi via un fonds de fonds. Donc, c'est un fonds qui est diversifié automatiquement sur tous ces gestionnaires internationaux, mais dont le ticket d'entrée est de 100 000 euros. Euh, voilà, donc ça, c'est le point principal. Donc en Et fait, derrière, on peut dire, je pense que c'est une manière de démocratiser les investissement possibilités. immobilier. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. On démocratise les plus gros fonds et donc l'objectif, c'est de les rendre aussi simples à comprendre que les SCPI, puisque les SCPI ont été démocratisés beaucoup par les intermédiaires que sont les CGP, les conseillers en gestion de C'est patrimoine, ça. Hmm. et financiers. On a pour objectif de travailler avec ces conseillers en gestion de patrimoine et ces conseillers financiers pour leur permettre de proposer à leurs clients ce type de produit très haut de gamme euh, avec une performance finale qui va être la plus proche possible d'un investisseur institutionnel. Et donc, vous, Eric, avec vos 10 000 euros ou vos 100 000 euros investis, vous serez à côté, par exemple, du fonds de pension danois qui a investi 85 millions dans le millésime actuel d'EQT, dont les performances varient entre 10 et 12% net. D'accord. Alors moi, ma question tout de suite, si j'entends parler de rendement relativement élevé quand même, le risque est où? En fait, alors, il y a un risque, hein. Il y a toujours un risque de perte en capital, de liquidité, etc. C'est pour tout investissement, c'est vrai pour tout investissement. Le fait, et c'est malheureusement, c'est un réflexe qui est très naturel, hein, et on a beaucoup en France, parce qu'on a l'habitude d'avoir des rendements plus bas, parce que jusqu'à présent, tout ce dont on avait droit, c'était ce type de produit. Ces, pro- ces, ces fonds ne sont pas plus risqués que des fonds de SCPI, et j'ai envie de dire au contraire, puisqu'ils sont gérés par des gestionnaires qui ont des milliers d'employés sur le terrain, des dizaines de bureaux qui vont aller défricher le terrain avec des vraies stratégies d'investissement sur de la logistique, sur du résidentiel géré et autres, qui initialement, historiquement, n'ont réalisé des performances entre 20 et 60%. On parle de performances annuelles, hein, sur le fond entre 20 et 60% sur les millésimes passés. Hmm. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas sur ce millésime-là, On est évidemment. d'accord. Ouais. Mais voilà, c'est des gestionnaires qui ont, par exemple, sur EQT, si je prends juste l'exemple d'EQT avec leur fonds de logistique, c'est 1600 locataires, DHL, UPS, Nike, 1400 actifs de logistique avec près de 40 millions de mètres carrés en location, des professionnels qui ont 20 ans d'expérience en moyenne. Donc voilà à qui on s'adresse. C'est vraiment du pur institutionnel. Ce n'est pas plus risqué. La seule raison pour laquelle on n'y avait pas accès, c'est que la typologie de clients qui Hmm. était éligible, c'est des instits qui vont mettre un ticket minimum de 10 ou 20 millions d'euros ou de dollars. Hmm. C'est ce que OpenStone casse aujourd'hui via ces partenariats qu'on a avec ces sociétés-là, en permettant aux particuliers d'accéder via une société intermédiaire, donc un feeder, et de pouvoir derrière collecter suffisamment d'argent pour investir dans les fonds de ces gestionnaires internationaux. On n'est pas plus risqué et au contraire, ces fonds-là se lancent aujourd'hui, donc au plus bas de la crise de l'immobilier, pour profiter des opportunités liées aux difficultés, notamment auxquelles font face certains acteurs immobiliers qui sont en proie, qui sont en proie à ces difficultés et qui doivent vendre rapidement. Donc, il y a Hmm. des bonnes affaires à faire. Et ces gestionnaires, quand ils ont des dizaines et des centaines de millions d'euros en cash, ils peuvent dégainer très rapidement. Et puis, il faut aussi savoir que sur le marché des capitaux, 2024 apportera beaucoup plus de stabilité avec des financements qui sont beaucoup plus disponibles et spécifiquement pour les produits de qualité. Et c'est ce sur quoi ces gestionnaires se positionnent aujourd'hui. Alors, vous êtes présent, alors pas que, mais notamment sur Internet, à travers un site, hein, effectivement, que j'ai parcouru le plus possible. Euh,
Quelle est votre exigence de transparence? J'insiste vraiment sur cette exigence de transparence parce que je crois que c'est le maître mot aujourd'hui, de tout investisseur de savoir où il investit et est-ce qu'il y a un suivi, suffisant? Alors, évidemment, il y a l'AMF, hein, qui est derrière donc les choses sont pas faites comme ça, par le pur des hasards. Mais qu'est-ce que vous pouvez garantir en termes de transparence? Et est-ce que pour vous, c'est une exigence, très forte auprès de vos clients investisseurs? Ça fait partie de nos valeurs, la transparence, hein. C'est un des points clés d'OpenStone et puis du livre épais aussi, on en parlera dans quelques On va en minutes. parler après, oui. Mmh. Euh, OpenStone, donc la transparence, donc quand on regarde le site, on a accès à quelques informations et puis en fait, il faut pouvoir créer son compte Mmh. sur l'application web d'OpenStone et derrière, on va avoir accès aux différents fonds, différents produits. On est totalement transparent et on a une obligation déjà De réglementaire de toute l'être. manière, oui. On Oui. est au-delà de ça. Mmh. On est complètement transparent sur les fonds, sur les gestionnaires derrière les fonds qu'on propose. Et puis, on a aussi une transparence sur notre société à nous, donc OpenStone, Innovative Finance, qui est la holding qui détient OpenStone, qui est notre marque commerciale. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Derrière, on a un suivi avec les particuliers ou avec les partenaires. Donc, on a un accès partenaire et un accès particulier, investisseur. Et on a une transparence totale avec des reportings trimestriels qui sont faits. On a une équipe de conseillers à disposition et de nos clients et de nos partenaires pour répondre à toutes leurs questions, les rassurer le cas échéant, apporter plus d'informations si besoin. Voilà, donc tous ces éléments-là sont mis en place pour rassurer et faire en sorte qu'on ait aujourd'hui une communauté la plus large possible. Aujourd'hui, on a près de 20 000 clients investisseurs sur LivrePay et OpenStone. D'accord. Alors, une question extrêmement concrète. Aujourd'hui, j'hésite entre de la SCPI ou de l'investissement immobilier alternatif tel que vous le proposez. En quelques mots, ce serait quoi vos atouts par rapport à de la SCPI? Je vais essayer de ne pas essayer de rester un peu, voilà, ne pas trop. Enfin, personnellement, j'ai jamais aimé les SCPI. Non, mais vous avez le droit, hein. La SCPI, moi, je trouve qu'elle est parfois portée au pinacle de manière un peu pas toujours très cohérente. Mais bon, Alors, pour moi, payer 10% de frais d'entrée que je vais récupérer, donc où je vais mettre grosso modo 3 ans de performance à récupérer avant de commencer à gagner de l'argent, je ne trouve pas ça forcément normal. Les SCPI ont aussi, enfin, c'est le cas pour tout le monde, hein, ont tendance à se rémunérer sur le volume. Donc, plus je collecte, plus je gagne de l'argent. Et ensuite, ça marche pas, c'est une autre histoire. Notre fonctionnement, il est complètement différent. L'essentiel de notre rémunération chez OpenStone va provenir, et aussi chez EQT et ces acteurs-là, provient de la surperformance. Nous, on prélève 25% de la surperformance au-delà de 10% net pour le client final. Okay. Donc déjà, je ne vais pas gagner d'argent là-dessus tant que le client n'a pas fait 10% net par an. Là où le taux de rendement des SCPI en moyenne est de 4,3. Donc on est déjà sur des taux de rendement qui sont 2 à 3 fois plus importants, avec des frais d'entrée qui sont 2 à 3 fois moindres. Des frais d'entrée, des frais globaux, hein, pas d'entrée seulement. Des frais globaux sont 2 à 3 fois moindres. Donc pour moi, c'est en anglais, on dit ça un no-brainer. C'est pour moi, aujourd'hui, ce vers quoi on doit se diriger, c'est justement vers ce type d'acteurs, des acteurs internationaux, institutionnels qu'on va rendre accessibles à partir de montants très faibles. Hein. 10 000 euros, c'est 10 000 euros. La moyenne investie sur les SCPI, c'est, il me semble, 70 ou 80 000 euros. Donc, on reste quand même sur des montants assez faibles. On est sur des durées d'investissement autour de 8 à 10 ans, donc quand même 2 fois plus basse que la moyenne dans les SCPI. Et l'avantage, c'est qu'on a différents types de stratégies d'investissement. Donc on appelle ça Core, Core Plus et Value Add. Donc en fonction de nos partenaires, en fonction des millésimes en cours, on va pouvoir aussi choisir ce dans quoi on investit. Ou alors investir dans le fonds de fonds, qui est un fonds de fonds unique sur ce marché de l'immobilier international, euh, et qui va nous permettre en fait de diversifier automatiquement. Donc pour moi, c'est vraiment, dans le meilleur des cas, ça vient en complément de la CPI, mais à terme, l'objectif, c'est vraiment de montrer que voilà, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui, et les particuliers ont droit à avoir, à avoir accès à de meilleurs produits que ceux auxquels ils ont eu droit jusqu'à aujourd'hui.
Mais ça D'accord. va prendre du temps parce que il faut pouvoir réellement évangéliser ça, le démocratiser de manière cohérente sur le territoire français. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on cherche à mettre en place ces partenariats et on a commencé à le faire tout juste avec les conseillers en gestion patrimoine et family office. Sans compter, alors sans chercher à élargir encore plus le débat, mais je trouve qu'en France, on est confronté à une inculture financière et économique qui ne favorise absolument pas, je trouve, la découverte d'autres produits alternatifs de ce type, parce que il y a parfois une méfiance de la part du grand public, mais moi j'ai souvent tendance à dire que le grand public n'est pas nécessairement armé de base pour comprendre en fait ces produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs de cette inculture. Euh, Je suis complètement d'accord, hein. J'en parle mm, d'ailleurs sur LinkedIn à quelques reprises. Il y a un vrai besoin d'éducation financière, d'information financière. Parce que l'éducation, c'est très, euh, c'est un peu, ça peut paraître un peu condescendant, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Mais non. Mm, il y a un vrai besoin de s'éduquer, de s'informer régulièrement. Nous, on le fait avec LivreP et avec OpenStone. C'est un travail de longue haleine, hein, qu'on met en place. C'est aussi pour ça que j'écris sur LinkedIn. C'est pour pouvoir aussi informer un peu ma communauté, la communauté de LivreP et d'OpenStone sur ces sujets-là. Donc, initialement, voilà, et je vais discuter des choses institutionnelles ou des choses vraiment plus terre à terre. L'idée, c'est de pouvoir toucher tout le monde et de pouvoir donner ce type d'informations. Et généralement, j'ai aussi pas mal de retours très positifs hein, qui me reviennent justement parce que les gens lisent et s'informent à ce niveau-là. Donc oui, très clairement, il y a un besoin d'éducation. Il ne peut pas être fait que par nous. Il doit être fait aussi non, par nos partenaires. Il doit aussi être fait par d'autres sociétés. Et il doit aussi être fait plus au niveau gouvernemental, au niveau du pays, mm, avec dès l'école, ben voilà, là, au lieu de prendre des cours de latin qui ne servent absolument à rien, c'est un peu de culture financière pour des trucs de base, hein. Déjà, pourquoi ouvrir un compte bancaire et partir de là et puis commencer à monter petit à petit. ouais, ouais. Mais vous voyez, je fais une petite parenthèse. L'entretien que l'on a en ce moment, je vais en faire écho la semaine prochaine dans mon cours auprès de mes Master 2 CGP. Vous voyez, comme quoi bah, ça, ça aura aussi cette utilité. Alors, on va parler du livret P. On va terminer par ça. Alors, il y a le livret A, il y a le livret de développement durable et solidaire, etc. Et il y a le livret P. Alors, qu'est-ce que c'est que le livret P? Le livret P, c'est un produit, donc il fait partie un peu de l'écosystème OpenStone Innovative Finance qu'on a lancé il y a 2 ans. Un produit qu'on a lancé il y a 2 ans. Toujours la même problématique. Beaucoup de fonds qui dorment sur des comptes courants ou à l'époque, en tout cas, des livrets qui ne rapportaient pas grand-chose. Les gens ne savent, les particuliers ne sachant pas quoi en faire. Et donc, un manque à gagner terrible Tout à pour les fait. particuliers. Les seuls produits existants, c'était des produits avec énormément de frais, euh, une, pas mal d'opacité sur l'investissement, donc manque de transparence, manque de digitalisation, etc. Donc, notre objectif a été de pouvoir permettre aux particuliers d'accéder à une épargne immobilière simple, digitale, donc via une application mobile qui s'appelle le Livret P, où on peut en 2 minutes, on fait son KYC et épargner à partir de 100 euros, sans frais. On a un rendement qui varie entre 4 et 6 et on récupère ces fonds à tout moment sans pénalité. Donc, ça fonctionne comme un livret A, Hmm. le livret A de l'immobilier. Nous, les fonds derrière, on les utilise et on va les investir dans de l'immobilier résidentiel, dans du centre-ville de grandes villes françaises. Donc Marseille, Lyon, Villejuif, Nanterre, etc. Euh, Là-dessus, on va tabler sur des rendements locatifs nets de 6% minimum, ce qui est le cas. Et puis, on se rémunère, nous, sur le différentiel de rendement entre ce qu'on génère et ce qu'on paye, et toute la plus-value future du parc immobilier qui nous appartient. Hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livret P aussi commence à se diversifier depuis quelques mois. Les placements du livret P se diversifient, puisqu'au-delà de l'immobilier résidentiel en direct, on diversifie et on investit aussi dans les fonds de BlackRock et autres gestionnaires qu'on a sur OpenStone. Hmm. L'objectif étant pour nous de pouvoir générer des rendements plus importants, avec aussi moins de travail et moins de gestion de notre côté, et donc de pouvoir solidifier davantage le modèle du livret P pour à terme, j'espère l'année prochaine, quand le taux du livret A aura baissé à 2 ou 2,5, on sera en mesure de dire que le taux du livret P, lui, augmente. Parce D'accord. que le Ouais. modèle en lui-même
nous permettra le modèle économique nous permettra de le faire avec les nouveaux investissements qu'on réalise. Et ce livret P, alors il existe depuis combien de temps? Est-ce qu'il rencontre un succès auprès du grand public? Je sais pas, peut-être pas nécessairement. C'est peut-être encore ciblé auprès C'est d'un. plutôt grand public. C'est un produit grand public. Il est Ouais. adressé principalement aux jeunes 25-35 ans. Alors, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui vont au-delà. On a 20 000 clients aujourd'hui avec 0 € dépensé en marketing. J'insiste toujours là-dessus parce qu'on fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Ça a très bien fonctionné aussi avec quelques podcasts que j'ai pu réaliser ou entre autres. Plusieurs millions qui ont été investis. Tous les jours, on collecte entre 20 et 50 000 euros, tous les jours. Et on a des retraits tous les jours autour de 3 à 5 000 euros aussi. Donc, ça vit. Les gens déposent parce que voilà, ils ont un projet d'investissement immobilier à moyen terme. Et ils se disent, au lieu de garder mon argent en banque, je peux le mettre sur le livret P et je peux récupérer mon argent jusqu'à 20 000 euros en 24 à 48 heures. Au-delà de 20 000 euros, on a des gens qui ont mis bien au-delà de 20 000 euros. Les durées de placement sont un peu plus élevées. Donc, en tout cas, pour retirer son argent, ça prend plus de 24 heures pour nous laisser le temps de collecter les fonds. Et puis aussi, l'objectif n'est pas de mettre 100 000 euros aujourd'hui et de récupérer son argent demain. L'objectif est aussi de se positionner sur un placement de moyen terme, en moyenne de 3 ans, même si on peut récupérer sans pénalité à tout moment ces fonds. Très bien. Nadim, je pense qu'on a fait la démonstration que l'immobilier, c'est actif, vivant, qu'il y a des choses qui se passent, il y a de l'innovation, je trouve aussi, et c'est extrêmement intéressant. Donc, vous avez un discours plutôt positif, mais réaliste, en fait. Exactement. Ouais. Positif et réaliste sur tout type d'immobilier. Et aujourd'hui, les meilleures opportunités sont aujourd'hui. C'est là où il faut réussir à les capter, qu'on soit sur du résidentiel ou sur du commercial de manière un peu plus sur du professionnel pour ainsi dire. Les opportunités, c'est cette année, c'est l'année prochaine. Et donc, voilà, il faut être à l'écoute du marché, être ultra réactif, avoir aussi les poches un peu pleines. Ça aide toujours. Et être en mesure de réagir vite. Bien. Eh ben, merci Nadim pour ce partage et à très bientôt. Merci à vous, Eric. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, grâce à Nadim Takchi, nous en savons davantage sur un autre monde de la finance et de l'immobilier, un monde qu'il veut démocratiser. Et je vous invite en fait à aller sur la plateforme de son site internet, de son site internet de sa société Openstone plus précisément. L'avantage, c'est que si vous y allez comme je l'ai fait, il y a une information très transparente et donc c'est toujours un gage de qualité et d'éthique assez remarquable et qu'il faut mettre en avant concernant ce type de placement. Donc allez voir et faites-vous une opinion par vous-même. Très bien, donc Passion Immo épisode 80 c'est terminé. Comme je vous l'ai déjà dit, on approche de l'été. Et je vous annonce que la série de l'été sur Passion Immo, ça sera de la fiscalité immobilière, dont je vais consacrer 8-10 épisodes à la fiscalité immobilière, mais une fiscalité immobilière décryptée, expliquée pour le plus grand nombre, et surtout dans l'optique de ceux qui veulent investir en immobilier. Ça sera clairement l'objectif d'apprendre les grands fondamentaux de la fiscalité immobilière, de manière détendue, on sera en plein été, mais voilà, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cette série de l'été. En attendant, je vous dis à très bientôt.